Si on commence par les sources pour savoir ce qu'on mangeait à la Renaissance, on a pas mal de choses à notre disposition, pas mal d'éléments. On peut penser aux livres de recettes qui sont assez nombreux. On a déjà des livres de recettes pour l'époque médiévale, mais avec l'imprimerie, ils sont plus nombreux et sont d'une plus forte diffusion à la Renaissance. On a aussi, pour les milieux les plus aisés, on peut avoir les comptabilités dans lesquelles on peut trouver au jour le jour les achats de viande, de pain, de vin, de fruits et légumes et de la graisse. Ces mêmes comptabilités, on peut aussi les retrouver pour les hôpitaux, les institutions de façon générale, donc ça permet d'avoir un panel social un petit peu plus large. On peut avoir les marchés de pourvoirie aussi, toujours pour les milieux les plus favorisés, c'est-à-dire plus ou moins des contrats d'approvisionnement. Donc ça, ce sont les sources les plus intéressantes sans doute, mais il faut faire un peu feu de tout bois, donc on peut avoir recours à énormément de choses, à la littérature, aux chroniques, on peut avoir aussi un peu recours, bien sûr, à des sources qui sont plutôt celles de l'histoire rurale pour les milieux plus paysans. On peut avoir aussi tout ce qui est les sources qui sont plutôt de type archéologique, puisqu'on peut, en étudiant les restes humains, avoir une idée des éventuelles carences qui auraient marqué le squelette. Donc ça peut donner une idée, évidemment, de ce qui était mangé. Dans les milieux populaires, l'alimentation est essentiellement une alimentation basée sur les céréales. Vraiment, l'Europe est une civilisation du blé, du froment. Donc c'est sous la forme de pain essentiellement pour les milieux populaires. Ça peut être aussi, c'est un pain pour les milieux populaires qui est plutôt un pain bis, un mélange de froment et de seigle. Un pain un petit peu plus noir que le pain blanc des élites. Ces céréales peuvent aussi être consommées sous forme de galettes, de bouillie. Voilà, ça c'est vraiment le gros de l'apport calorique, ce sont les céréales dans les milieux populaires. Mais il n'y a évidemment pas que ça, il ne faut pas avoir une image totalement misérabiliste de l'alimentation populaire. On mange aussi bien sûr des légumes, notamment sous forme de soupe. La soupe est un élément essentiel. La soupe étant plutôt le bouillon de légumes qu'on met sur la tranche de pain rassis, mise elle-même au fond de l'écuelle. Donc c'est l'ensemble pain et bouillon de légumes qui constitue le gros du repas paysan. Et on peut aussi avoir tout ce qui est le companage, c'est-à-dire ce qu'on met avec le pain, littéralement, ce qui se mange avec le pain. Ça peut être simplement des tartines beurrées, mettre un petit peu de gras sur son pain pour compléter. Et on mange aussi, bien sûr, des fruits, voilà. Pour ça, c'est pour l'alimentation populaire. La viande étant assez peu présente dans l'alimentation de ces catégories populaires, elle n'est pas tout à fait absente, mais peu répandue, en tout cas. Alors à la cour, c'est presque l'inverse, si on veut, c'est-à-dire que autant la viande est peu présente dans les milieux populaires, l'alimentation des milieux populaires, autant elle est centrale dans l'alimentation des élites. C'est vraiment la viande qui est le cœur du repas des élites, viande sous toutes ses formes, hein, mais la viande est surtout préparée sous la forme du rôt, donc le rôti, la viande à la broche, ça c'est la viande vraiment des élites, le mode de préparation. On mange un peu toutes sortes de viandes dans ces milieux de cour, mais avec une hiérarchie qui est faite. Les viandes de boucherie étaient considérées comme moins nobles que la volaille. La viande de cour par excellence, c'est la belle grosse volaille rôtie. Le distinguo est plutôt lié à ce qu'on appelle la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire une façon de hiérarchiser le vivant qui est en quelque sorte dans les esprits depuis la fin de l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'on répartit les éléments du vivant en fonction de l'élément auquel ils sont censés appartenir, c'est-à-dire dans l'ordre hiérarchique, terre, eau, air, feu. Et du coup, dans cette logique de classement, les animaux de boucherie sont beaucoup plus liés à la terre qu'à l'air, donc la volaille est de ce point de vue supérieure. En plus, il y a un discours diététique, la chair de la volaille est considérée comme plus fine, plus facile à digérer, plus délicate, et du coup plus adaptée à un estomac des milieux les plus aisés. L'estomac, dans les milieux les plus aisés, étant considéré comme lui-même plus délicat en quelque sorte, donc une sorte d'adéquation entre l'estomac du mangeur et la denrée ingérée.
Pour la France, le début du XVIe siècle, la première moitié du XVIe siècle, est la période sans doute où on a mangé le plus sucré. C'est-à-dire que le sucre de canne est beaucoup plus présent dans l'alimentation des élites de la première moitié du XVIe siècle que de l'époque médiévale. La cuisine française médiévale était relativement peu sucrée par rapport à d'autres, elle était un peu plus acide. Pour la première moitié du XVIe siècle, c'est le contraire, le sucre arrive et envahit tous les plats, en quelque sorte. Les plats que nous, on considère comme salés sont en fait largement du sucré salé. On met du sucre partout à l'intérieur des plats et on saupoudre encore à la fin de la cuisson le plat pour qu'il brille de sucre. Et il y a aussi, bien sûr, le sucre pour ce que nous appelons plutôt le dessert, pour des confitures, des compotes, des pâtes de confiture. Voilà. La cuisine française de la Renaissance reste tout de même très médiévale dans ses principes et dans son apparat. Ça reste très médiéval. On aime les choses spectaculaires, surprenantes, les grands oiseaux reconstitués à table, les effets de surprise dans des pâtés où vous ouvrez le pâté, des petits oiseaux s'envolent. Ce genre d'effets spectaculaires continue à être aimé, apprécié à table. Simplement, le discours du luxe et de l'abondance de la Renaissance, c'est donc un discours où l'excellence sociale se traduit à la fois par l'abondance des plats. Il faut avoir énormément de plats proposés aux différents convives, l'excellence bien sûr des mets proposés, et petit à petit un art culinaire peut-être un peu plus nouveau, un peu plus raffiné, combinant notamment donc l'usage du sucre, un usage un peu plus modéré des épices, bien que, et aussi une place de plus en plus prépondérante du beurre dans les préparations de cette époque-là.